Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville de Elkwood, nichée entre des collines boisées et des champs de maïs jaunis, l'hiver approchait à pas feutrés. L'air portait déjà une morsure froide, et les premières gelées matinales transformaient les clôtures en dentelles de givre. Les habitants, habitués à la rudesse des saisons, avaient ressorti leurs manteaux en laine, leurs bottes épaisses et leurs souvenirs d'hiver passés. La grande halle municipale, un vieux bâtiment en bois peint en blanc, trônait au centre de la ville comme un vestige d'un autre temps. Elle avait vu défiler des générations de fermiers, de bals, de concours de tartes, et même quelques funérailles. Mais ce samedi-là, elle résonnait des bruits bien particuliers d'une tradition annuelle, la vente aux enchères des chiens de chasse. L'odeur de paille humide, de foin et de terre battue flottait dans l'air, mêlée à celle plus amère du désinfectant et du métal froid des cages. Des lumières blanches suspendues au plafond projetaient des halos durs sur le sol poussiéreux, découpant les silhouettes des visiteurs venus des quatre coins du comté. Éleveurs, chasseurs, vétérans, agriculteurs, tous échangeaient à voix basse, commentant les lignées, les tailles, les muscles, les réflexes. Les chiens, dans leurs cages soigneusement alignées, aboyaient ou haletaient avec nervosité. Certains, dressés à la perfection, s'asseyaient fièrement comme s'ils savaient ce qui était en jeu. D'autres tournaient en rond, impatients, excités par l'agitation. Les enchères battaient leur plein. Les prix grimpaient rapidement pour les labradors au pelage luisant, les beagles au pédigré irréprochable ou les pointeurs déjà entraînés. Chaque nom était prononcé avec emphase, chaque chien salué par des applaudissements polis ou des sifflements d'admiration. Mais tout au fond de la halle, dans un coin mal éclairé, derrière les rangées principales, se trouvait une cage qui n'avait attiré aucun regard, aucun commentaire. Elle semblait oubliée, comme si elle n'avait pas sa place dans cette scène bien huilée. C'était une petite cage rouillée, à peine couverte d'une bâche en plastique sale, posée à même le sol. À l'intérieur, recroquevillé sur lui-même, gisait un chien aux allures d'ombre. Il était maigre, ses côtes visibles sous une peau parcheminée. Son pelage, autrefois peut-être brun ou noir, était maintenant terne, mêlé de taches de boue séchée et de plaies anciennes. Une de ses oreilles pendait, déchirée, comme si elle avait été arrachée lors d'une bagarre ou d'un piège. Mais ce n'était pas son apparence qui frappait le plus. C'étaient ses yeux. Deux yeux dépareillés, l'un d'un bleu pâle, presque laiteux, l'autre d'un brun profond, chargés d'une tristesse indicible. Des yeux qui ne cherchaient pas à séduire ni à attendrir. Ils observaient le monde avec une résignation douloureuse, celle de ceux qui n'attendent plus rien. C'était le regard d'un animal qui n'avait jamais connu la chaleur d'un foyer, ni la caresse d'une main bienveillante. Lorsque les enchères ralentirent, M. Dugan, l'organisateur, un vieil homme massif à la barbe blanche tachée de tabac, prit le micro d'une voix lasse. « Bon, on passe maintenant au dernier lot. » Les bavardages s'atténuèrent. Certains se mirent déjà à ranger leurs affaires. Mâle adulte. Aucune information sur la race, aucune preuve de dressage. Trouvé errant près des voies ferrées, probablement abandonné. Mise à prix, $10. Un silence épais s'installa. On entendit à peine un chien halter au loin. Puis un homme au premier rang, un chasseur connu pour ses sarcasmes, lança avec un rire moqueur. « Je paierai $10 pour qu'on le garde loin de moi, ce sac d'os. » Des éclats de rire fusèrent. Une femme détourna le regard avec pitié. Monsieur Dugan haussa les épaules, déjà prêt à refermer le registre. Mais alors qu'il s'apprêtait à annoncer le retrait du lot, une voix s'éleva du fond de la salle. « Pas forte, maïs claire. » Une voix jeune, calme, déterminée. « Je le prends. » Le silence tomba d'un coup, comme une nappe qu'on arrache. Les têtes se tournèrent vers le fond de la halle. Un jeune homme s'avançait lentement entre les cages. Il portait un jean délavé, une veste de travail usée et des bottes couvertes de poussière. Une casquette ombrageait ses yeux, mais on pouvait distinguer dans son regard une sorte de tendresse grave. Ethan Carter, 22 ans, était bien connu à Elkwood. Fils d'agriculteur décédé trop tôt, il vivait seul dans la ferme familiale. Discret, réservé, toujours poli. Mais là, il semblait différent, animé d'une conviction étrange. Il s'approcha de la cage du chien, sortit calmement un billet froissé de $10 et le tendit à M. Dugan, qui le fixa avec un mélange de surprise et d'incrédulité. « Tu veux vraiment de ça ?» Ethan hocha la tête sans répondre.
Puis il s'agenouilla devant la cage. Lentement, sans geste brusque, il ouvrit la porte. Le chien ne bougea pas. Ethan tendit la main, paume ouverte, et murmura. « Est-ce qu'il a un nom ?»« M.R. Dugan, derrière lui, grogna. »« Non. » Ce genre de chien, on l'appelle juste le bâtard. Inutile de lui chercher une noblesse. Ethan ne répondit pas. Il fixa les 2 yeux brisés qui le regardaient. Il vit la peur, la douleur, la solitude. Mais il vit aussi une étincelle, infime, vacillante, mais bien là. Il sourit doucement et dit à voix basse. « Alors à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Chance. » Et pour la première fois depuis longtemps, le chien bougea. Très légèrement. Sa tête se pencha. Et dans ses yeux, quelque chose changea. Ethan vivait seul dans une vieille caravane cabossée, posée à la limite d'un champ en jachère, là où les routes goudronnées s'effacent en chemin de terre. Les hivers étaient rudes, le toit grinçait sous le vent, et les nuits s'étiraient en silence. Il avait tout laissé derrière lui après la mort brutale de ses parents dans un accident de voiture, études, rêves, projets. Il était revenu à Elkwood comme on revient d'un naufrage, pour découvrir que la ferme familiale croulait sous les dettes et que les vautours tournaient déjà autour du terrain. Refusant de vendre au promoteur, Ethan avait gagné le mépris de ses oncles, la pitié glaciale de ses cousins, et un isolement presque total. Il gagnait de quoi survivre en réparant des moteurs au garage de Bill Saunders, un homme bourru mais juste, qui respectait le silence d'Ethan. Il ne parlait à personne, sauf parfois à la vieille Mrs. Hanover à l'église, ou aux gamins autistes du voisinage qui venaient souvent lui poser des questions sur les outils. Quand il ramena Chance chez lui, le chien ne sortit pas tout de suite de sa cage. Il fixait Ethan avec cette intensité blessée, celle de ceux qu'on a trop souvent trahis. Il ne grognait pas, ne pleurait pas, il restait simplement là, figé comme s'il attendait une nouvelle punition. Ethan installa la cage dans un coin de la grange, près d'un vieux poêle rouillé qu'il rallumait parfois. Il déposait doucement une gamelle de nourriture chaque matin, changeait l'eau, puis s'asseyait non loin, un livre en main ou simplement les yeux posés sur les collines. Le soir, après avoir fermé l'atelier, il rentrait et s'asseyait à nouveau. Parfois il parlait, parfois non. Mais quand il le faisait, ses mots n'étaient jamais forcés. « Tu n'as pas à faire semblant avec moi. Pas ici. Pas maintenant. Je sais ce que ça fait, d'être abîmé. » Il ne cherchait pas à dominer le chien, ni à le dresser. Il attendait, simplement, comme on attend le dégel après un hiver trop long. Pendant les premières semaines, Chance ne toucha à rien. Puis un matin, la gamelle avait été déplacée. Le lendemain, elle était vide. Le surlendemain, Ethan sentit un souffle léger frôler ses doigts quand il tendit la main. Rien de brusque, rien de spectaculaire, juste une reconnaissance fragile, comme un fil tendu entre 2 êtres. Un soir de tempête, alors que le vent hurlait dans les arbres et que la pluie frappait la tôle comme des coups de poing, Ethan entendit des griffes gratter doucement à la porte de la caravane. Lorsqu'il ouvrit, Chance était là, trempé, tremblant. Il n'eut pas besoin d'un mot. Ethan recula, ouvrit la porte en grand, et s'assit sur le canapé effondré. Le chien sauta lentement à l'intérieur, s'allongea au pied du lit, et ne repartit plus. Cette nuit-là, Ethan dormit d'un sommeil calme, sans cauchemar ni sursaut. Le silence avait changé de texture. Il était devenu paisible. Les mois passèrent. Chance reprenait vie. Sa fourrure, d'un brun fauve moucheté, retrouvait de la densité. Ses muscles se redessinaient. Il boitait encore de la patte arrière gauche, mais cela ne l'empêchait pas de courir dans les champs en aboyant de joie, comme un chiot qui découvre le monde. Il suivait Ethan partout, à l'atelier, où il dormait sous le établi, au supermarché, où la caissière lui offrait des morceaux de bacon, et même à l'église, où Mrs. Hanover, mi-amusée mi-tendrie, lançait. Ce chien-là a plus de foi que la moitié de la paroisse. Et il ne demande même pas de miracle. Mais tout le monde n'était pas aussi indulgent. Le shérif Wallace, un homme dur, au regard comme le silex et à la voix pleine de jugement, ne voyait dans Chance qu'un danger. Lors d'un contrôle de routine, il s'arrêta devant l'atelier et descendit de sa voiture, clignant des yeux vers le chien qui observait depuis l'ombre. « Ce chien-là a les yeux d'un tueur, déclara-t-il d'un ton tranchant. Des yeux qui ont vu le sang. Je me méfierais à ta place, Carter. Ces bêtes-là, un jour ou l'autre, elles mordent. Et pas toujours celui qu'on croit. » Ethan, appuyé contre la porte du garage, croisa les bras. Il ne répondit rien.
Mais son regard ne vacilla pas. Il savait. Il savait ce que c'était que d'être mal jugé à cause de ce qu'on a vécu, plutôt que de ce qu'on est. Il savait aussi que Chance ne méritait pas la peur qu'on projetait sur lui. Comme lui, ce chien avait juste besoin d'un endroit où personne ne le forcerait à se défendre. Et tant qu'il vivrait, Ethan ferait en sorte que Chance ait enfin ce droit, celui d'être libre et d'être aimé. Un soir d'automne, alors que le vent soulevait les feuilles mortes et que le ciel s'assombrissait plus tôt qu'à l'accoutumée, Ethan marchait lentement le long d'un sentier boisé, Chance à ses côtés. Le chien, silencieux mais attentif, reniflait les traces laissées par les animaux du coin, oreilles dressées, pattes prudentes. La lumière dorée du jour déclinant filtrait à travers les branches nues. C'est alors qu'ils l'entendirent, un sanglot. Faible, étouffé, presque emporté par le vent. Chance s'arrêta net. Il tourna la tête, et sans attendre, s'avança lentement dans la direction du bruit. Ethan le suivit, curieux, un brin inquiet. Là, à la lisière de la forêt, recroquevillé contre un tronc d'arbre, ils découvrirent un petit garçon. Il était seul, les joues striées de larmes et les mains couvertes de terre. Ses vêtements étaient froissés, ses baskets trempées. Il tremblait, sans doute plus de peur que de froid. Il s'appelait Tommy, et il avait fugué de chez lui après une dispute avec son beau-père. Il ne savait plus comment rentrer, ni même dans quelle direction aller. Chance, d'ordinaire si méfiant avec les inconnus, s'approcha lentement, sans bruit. Il s'assit à quelques centimètres de l'enfant, le regardant avec cette intensité douce qu'Ethan lui connaissait bien. Puis, comme s'il comprenait que cet enfant avait, lui aussi, besoin d'un signe, il posa sa tête contre sa jambe. Tommy sursauta d'abord, puis sentit cette chaleur contre lui. Il leva les yeux, rencontra ceux du chien, et un miracle infime se produisit. Chance remua la queue. Pour la toute première fois. Pas un mouvement brusque, mais une oscillation discrète, presque timide. Un signe de paix. Tommy esquissa un sourire entre deux larmes, un sourire fragile mais sincère. Ethan s'approcha doucement, lui parla avec douceur, puis, voyant que le petit garçon n'avait plus la force de marcher, le hissa sur son dos. Ils reprirent le chemin vers Elkwood, Chance marchant à leur côté comme un soldat silencieux, toujours sur ses gardes, veillant sur eux avec une loyauté farouche. Cette nuit-là, une promeneuse les aperçut alors qu'ils revenaient, silhouette d'un homme portant un enfant, flanqué d'un chien au regard noble. Elle prit une photo, émue, sans savoir à quel point ce cliché allait bouleverser des vies. La photo fut partagée sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un simple message. Un enfant perdu retrouvé par un chien que personne ne voulait. Peut-être que ce chien avait été sauvé pour ça. L'histoire devint virale. Les télévisions locales, puis nationales, s'emparèrent de cette parabole moderne. Les journalistes affluèrent à Elkwood. On voulait tout savoir. Qui était Ethan Carter? D'où venait ce chien nommé Chance? Comment avaient-ils survécu tous les deux, l'un avec ses blessures invisibles, l'autre avec ses cicatrices visibles? On invita Ethan à des plateaux télé. Des fondations animalières le contactèrent. Une grande marque d'aliments pour chiens lui proposa un partenariat. Une fondation philanthropique proposa même de financer la création d'un refuge, à condition que Chance en devienne la mascotte officielle. Mais Ethan, fidèle à ce qu'il était, refusa les strass et les plateaux maquillés. Lors d'une interview, il déclara simplement « Chance n'est pas un héros. Il n'a pas sauvé un enfant pour qu'on lui érige une statue. Il a juste répondu à une douleur qu'il reconnaissait. C'est un être vivant qu'on avait brisé, et qui a choisi de faire confiance une fois encore. Il n'a rien fait d'exceptionnel. Il a juste aimé en retour. Il accepta cependant les dons à condition qu'ils servent une cause plus grande que lui. Il construisit, avec l'aide des habitants d'Elkwood, un petit refuge sur un terrain voisin, au bord d'un ruisseau. Il le appela Chance's Place. Mais ce lieu ne fut pas un refuge comme les autres. Ethan accueillait les chiens abandonnés, oui, mais aussi des jeunes en rupture familiale, des anciens combattants souffrant de stress post-traumatique, des femmes ayant fui des foyers violents, des adolescents rejetés à cause de leur orientation. Il accueillait tous ceux que la société avait jugés trop lourds à porter. Chance, devenu plus calme encore avec l'âge, circulait entre eux comme un fantôme bienveillant, posant parfois sa tête sur un genou, s'allongeant à côté d'un visiteur en détresse. Il était la mémoire vivante de ce que signifiait la seconde chance. Il vécut ainsi encore 5 belles années. Il vieillit doucement, le museau grisonnant, les pas plus lents.
Mais il gardait cette étincelle dans le regard, celle qu'Ethan avait vue briller le soir où il avait gratté à la porte de la caravane. Un matin d'automne, les feuilles craquaient sous les bottes, et l'air avait ce goût de bois humide et de fin de saison. Ethan sortit pour sa tournée quotidienne, un seau à la main. Il trouva Chance allongée sous le porche de la maison du refuge, là où il aimait s'installer pour observer l'horizon. Il semblait dormir, paisible. Mais il ne respirait plus. Icen se agenouilla. Il resta longtemps ainsi, une main posée sur la tête de son compagnon, les yeux fermés, laissant le silence s'installer. Puis, comme il l'avait promis à lui-même, il creusa une tombe près du grand chêne, celui sous lequel Chance aimait se coucher l'été. Il planta une pierre simple, brute, sur laquelle il grava lui-même ces mots. On m'a donné une chance, et je l'ai rendue. Des années ont passé. Chances Place est devenu un centre reconnu à l'échelle nationale. Des familles y envoient leurs enfants pour des stages de résilience. Des écoles viennent y organiser des séjours éducatifs. Des vétérans y retrouvent une forme de paix. Chaque mois, des chiens y trouvent un nouveau foyer. Et à l'entrée du domaine, au-dessus de la grande porte en bois, trône un portrait de Chance, ce chien qu'on disait irrécupérable, les yeux pleins de sagesse et d'amour. On raconte son histoire à chaque nouveau pensionnaire. On explique comment un chien, qu'aucun enchérisseur ne voulait, a changé des milliers de vies. Et tous, un jour ou l'autre, comprennent que parfois, il suffit qu'une seule personne voie en vous autre chose que vos cicatrices, pour tout changer.